effectivement. Le titre de cette présentation est bien une question, c'est-à-dire un indice global de qualité d'air intérieur pourrait-il aider ou pas à la prévention des risques professionnels? Alors, on l'a vu tout au long de cette journée, donc les zones de stockage présentent des caractéristiques souvent communes, surchargées en produits neufs, on le redit, avec des potentielles émissions plus élevées en composés organiques volatiles, des zones qui sont pas ou peu ventilées, et également des zones où les températures intérieures ne sont pas toujours maîtrisées. Et tous ces éléments de contexte concourent à une potentielle dégradation de la qualité de l'air intérieur, mais aussi à un certain inconfort thermique. Alors je l'ai déjà dit au départ, certains d'entre vous aussi, néanmoins, il y a bien la présence de salariés qui travaillent dans ces zones-là. Et donc, du coup, ça a mené l'Institut à se poser la question du développement d'un indice et de sa pertinence, hein, donc un indice global pour la qualité de l'air et le confort, et de sa pertinence pour être un outil ou une aide à la prévention de l'exposition des risques chimiques dans ce secteur de travail. Alors, la démarche de développement d'un indice est quelque chose de fastidieux et de long. Donc, c'est actuellement un projet. Et ce projet, néanmoins, en tout cas pour le développer, va suivre cinq étapes. Nous avons identifié 5 étapes. Alors, la première étant le choix d'indicateurs pertinents pour cet indice. Alors, pour que ça soit clair ou le plus clair possible pour toutes les personnes qui nous écoutent, je vais prendre l'exemple de l'indice Atmo. Je pense qu'on est tous au courant de cet indice qu'on a dans les pollutions des villes. Donc quand on arrive dans des grandes villes, on nous dit l'indice Atmo est vert, bon, mauvais, dégradé, extrêmement mauvais. Et c'est un indice Atmo, mais qui en fait a été créé grâce en fait à la combinaison de plusieurs indicateurs. Donc c'est pour que vous puissiez comprendre la différence entre un indice qui va juger d'une situation à la fin et plusieurs indicateurs qui rentrent dedans en une seconde. Donc nous, pour notre problématique de risques chimiques dans les zones d'entreposage, il va falloir choisir les indicateurs pertinents. Aujourd'hui, dans notre démarche, on en a déjà pré-identifié 6, j'y reviendrai justement tout à l'heure. Une fois qu'on les a identifiés, il va falloir les estimer. Donc les estimer, ça veut dire que ça... Oh. Normalement, bon, alors, c'était pas tout à fait la même présentation, mais c'est pas grave. Les estimés, donc il y avait une petite formule mathématique qui s'affichait, c'était pour vous faire comprendre que pour estimer un indicateur, ça va passer par des équations mathématiques complexes, et que ces équations mathématiques complexes vont nécessiter la connaissance de paramètres d'entrée. Je vous avais mis la concentration, par exemple, l'équation différentielle qui régissait la concentration en fait d'un composé chimique quelconque, ça peut être un COV, ça peut être le formaldéhyde, ça peut être le benzène, etc. Et on voyait dans cette équation qu'il y avait différents termes, notamment des termes de source avec les taux d'émission dont on a parlé ce matin avec ma collègue Jennifer et les personnes de la session numéro 2, et que eux-mêmes, les taux d'émission, comme on l'avait dit, requiert la nécessité de connaître la température, de connaître la concentration initiale en produit, les surfaces d'émission, enfin plein de paramètres. Et donc tous ces paramètres, ils sont en grand nombre. Aujourd'hui, pour les indicateurs qu'on a pré-identifiés, on est arrivé à plus de 30 paramètres d'entrée, et vous comprendrez bien que pour des préventeurs ou des gens qui voudraient utiliser ce modèle, 30 paramètres, c'est complètement aberrant, et ils ne l'utiliseront pas. Donc on a choisi en fait de réduire notre modèle, c'est-à-dire étudier en fait l'impact de chaque paramètre d'entrée, grandeur dans les 30 qu'on a étudiés, pour savoir quel impact elle va avoir sur l'indicateur choisi, c'est-à-dire est-ce qu'elle va le faire varier de quelques pourcents ou est-ce qu'elle va le faire varier de quelques dizaines de pourcents. Et cette étape-là, que j'ai intitulée réduction de modèle ou simplification, va nous permettre en fait de ne garder que les paramètres d'entrée qui sont judicieux et qui sont pertinents et qui font vraiment varier nos indicateurs. Alors une fois qu'on a ces indicateurs réduits mais néanmoins pouvant décrire une situation, on va réfléchir à la création d'indices, et cette création d'indices par rapport à des valeurs de référence. C'est-à-dire que pour chaque indicateur, quelle est la barre que l'on va situer, haute ou pas haute, et différentes échelles. Et on va réfléchir aussi à une représentation pédagogique pour en faire un outil
qui, en un coup d'œil, peut décrire ou pas une situation. Est-ce qu'il faut aller plus loin ou pas? Et bien évidemment, pour terminer cette démarche, il y aura une grosse phase de validation, parce que qui dit création d'un indice, il faut qu'il soit pertinent et il faut qu'on puisse éprouver sa robustesse dans des situations réelles, donc de travail. Alors, les préindicateurs qu'on a déjà identifiés, alors comme je vous le disais au début, je vous ai posé une question, on se pose la question, ça veut dire que rien n'est figé aujourd'hui, mais on a commencé à travailler. Donc, des indicateurs qui sont des mesures accessibles pour les préventeurs. On en a, comment dirais-je, identifié 6, 3 qui représentent la problématique d'exposition chimique par des composants gazeux, donc les COV totaux, le formaldéhyde et le toluène, pour l'instant. Un pour la problématique d'exposition chimique, mais par les aérosols, donc la concentration en poussière, parce que c'est une problématique dont on a entendu parler tout au long de la journée. Le taux de CO2 qui est un bon indicateur de renouvellement de l'air dans le local, et la température intérieure. Tiens, oui, la température intérieure qui est un des paramètres de confort thermique, mais attention, j'insiste bien, ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de paramètres pour juger du confort thermique. Alors, bon, c'est pas tout à fait mon PowerPoint, mais c'est pas grave. Il avait changé. C'est la petite surprise. Oui, c'est des surprises. À chaque slide, il y a des surprises, mais c'est pas tout à fait grave. Je vais m'en satisfaire. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a déjà aussi réfléchi à en fait, des règles de construction de cet indice, mais dans un objectif de prévention, en classant en fait, pour chaque indicateur qu'on a pré-identifié, 3 catégories. Une catégorie classée comme satisfaisante, une catégorie insatisfaisante, et entre les deux qui peut être améliorée. Alors j'avais choisi, et donc ça avait été remonté en haut, de vous présenter le cas du formaldéhyde, et ne pas vous présenter le tableau dans sa globalité, parce que pour une question de concision et de temps, le formaldéhyde, si on choisit comme valeur repère pour ces indicateurs la valeur de la VGAI, qui est de 100 microgrammes par mètre cube, à partir du moment où, comment dirais-je, la valeur est dépassée, on est dans la catégorie rouge insatisfaisante. Si on est en dessous du dixième de cette VGAI, c'est-à-dire 10 microgrammes par mètre cube, alors on est dans la catégorie satisfaisante, et entre les deux, peut être améliorée. Alors les données terrain, c'est vraiment pas tout à fait ce que j'avais fini, mais c'est pas grave. Les données terrain qu'on en a pu acquérir au cours des différentes mesures qu'on a pu effectuer, et dont certaines ont été présentées aujourd'hui, soit dans les entrepôts, soit dans les commerces, vont nous permettre de voir un peu où est-ce qu'on en est et quelle est la pertinence des indicateurs que nous avons choisis. Alors j'avais précisé, et donc je vais le dire à l'oral, que ce ne sont d'abord ce sont toutes les données confondues commerce et entrepôts de logistique, mais aussi que pour le traitement qui va suivre, j'ai éliminé les zones de vente. On a vu que les zones de vente et les zones de réserve n'étaient pas soumises à la même dégradation de qualité de l'intérieur. Donc là, elles sont exclues des traitements statistiques que je vais vous présenter juste après. Donc, je ne vais vous présenter que les indicateurs d'ailleurs de composés chimiques gazeux qui sont plus dans la thématique de la journée. En ce qui concerne le formaldéhyde, on a acquis 60 mesures distinctes. Donc je vous rappelle que la valeur qu'on a choisie déjà aujourd'hui, mais qui n'est pas figée, c'est la valeur de guide de l'air intérieur de 100 microgrammes par mètre cube. Et donc là, l'intégralité des valeurs est en dessous, donc on n'est pas en zone insatisfaisante. Néanmoins, 67% d'entre elles sont en zone pouvant être améliorées, ce qui confère à cet indicateur une certaine pertinence pour juger d'une exposition aux risques chimiques. Dans un autre registre, le toluène que nous avons pré-identifié, pour lequel là aussi on a gardé comme valeur repère la valeur guide de l'air intérieur qui est de 20 000 microgrammes par mètre cube, on se rend compte que sur les 60 valeurs que l'on a pu mesurer dans les réserves ou dans les plafonds de logistique, on est très très en dessous, même du dixième de cette valeur, donc en zone que l'on a classée comme satisfaisante. Donc quid de la pertinence de cet indicateur? Néanmoins, c'est un CMR, donc tant que l'étude n'est pas terminée, on ne l'élimine pas.
Voilà. Et en revanche, pour les COV totaux, là, un autre des résultats beaucoup plus partagés, 45% de nos valeurs, toujours sur les 60, sur notre échantillon de 60, sont en zone satisfaisante, en dessous de 300 microgrammes par mètre cube équivalent toluène. Là, on s'était basé comme valeur repère sur la valeur d'étiquetage des matériaux, qui était de 1000 microgrammes par mètre cube de COV totaux équivalent toluène. Et donc, pour 45% de ces valeurs, j'ai dit quoi? 45, je me trompe. Donc plus de 55% de ces valeurs sont classées soit en zone insatisfaisante, soit en zone pouvant être améliorée, ce qui confère là aussi à cet indicateur toute sa pertinence. Voilà, alors ce que ça pourrait donner, nous avons déjà réfléchi à quel indicateur on aimerait, enfin vers quoi on aimerait se diriger. On aimerait quelque chose un peu comme une carte d'identité qui permette en un clin d'œil, de pouvoir représenter une situation. Alors on a pensé à une carte dans laquelle, enfin une petite étiquette dans laquelle en fait on va reproduire chaque indicateur assorti de la couleur qui est assortie en fait à la valeur qu'on aura estimée ou mesurée, mais aussi un pictogramme sur la saison, parce qu'on a vu dans les exposés précédents que la température avait un impact sur les émissions, mais puisque notre indice prend aussi en compte le confort thermique, aussi sur le confort thermique, donc il nous faut pouvoir identifier si les mesures ont été faites en hiver ou en été, parce qu'on peut avoir des résultats différents dans ces deux saisons, même dans un environnement identique. Et j'ai présenté, alors dans la dernière version c'était un peu mieux identifié, mais j'ai présenté deux cas réels issus de mesures. Donc le premier qui a prédominance orange et rouge, donc qui en un clin d'œil dénote qu'il peut y avoir une problématique de risque chimique et donc ça mérite le coup d'être investigué un peu plus en détail. Il s'agit d'un commerce qui avait été investigué l'été avec le pictogramme de soleil. Et le deuxième exemple que j'ai pris, c'est celui d'un entrepôt dans lequel on a été l'hiver et pour lequel les indicateurs de pollution chimique et poussière sont plutôt au vert. Donc, a priori, tout va bien avec une température qui est orange, qui dénotait plus un problème d'inconfort thermique froid, en l'occurrence, puisque c'était l'hiver. Alors, les premières tendances de cette étude qui est vraiment en cours et sur laquelle on s'interroge, ou en tout cas sur laquelle on est en train de réfléchir, voilà, qui est plus juste. Des indicateurs aujourd'hui avec la pertinence du formaldéhyde des COV totaux pour représenter une situation, mais certainement pas que, avec un questionnement sur le choix du toluène et sa pertinence, et un questionnement sur le fait que dans certains environnements, il y a des composés spécifiques. On a vu ce matin mon collègue Laurent de la CARSAT vous parler de nitrosamine dans les pneus et les caoutchoucs. Une pollution avec des composés spécifiques peut-elle bien être révélée par des indicateurs qui seraient trop généraux? Donc c'est des questions qu'on n'a pas perdues en ligne de mire et sur lesquelles on va encore travailler. Je ne vous ai pas parlé des autres indicateurs, CO2, température, poussière. Juste un petit mot pour vous parler des effets, ce que j'ai mis entre guillemets additionnels, c'est-à-dire que la température, je vous le disais, va rentrer en ligne de compte, elle va jouer sur les émissions, c'est-à-dire que plus il fait chaud, plus il va y avoir d'émissions, donc le risque chimique ou l'exposition chimique peut être plus importante. Mais aussi elle intervient dans l'indicateur confort thermique, donc attention entre les deux, et aux risques associés. Dans cette journée, on parle de risques chimiques, c'est le thème, c'est normal, mais dans certains environnements, il peut y avoir d'autres risques comme des risques physiques et notamment des risques de contraintes thermiques par exemple, ça peut être, j'ai mis l'exemple d'un salarié qui va monter des escaliers pour monter des cartons en réserve quand il fait très chaud, mais ça peut être aussi le cas de dépoteurs de conteneurs qui vont rentrer dans des environnements où il fait 45-50 degrés et qui, en plus d'être exposés aux risques chimiques, on l'a évoqué dans la session précédente, peuvent être en situation de contrainte thermique parce qu'en fait, quand ils rentrent dedans, ils vont dépoter à la main et donc il y a une charge, une activité physique intense.
Voilà, et le dernier, j'ai mis attention, c'est plus pour nous, hein, c'est pas pour vous, c'est de ne pas perdre en ligne de mire que les entrepôts de logistique et les zones de réserve de commerce ont quand même des caractéristiques différentes, et on se posera bien la question, si on arrive jusqu'au bout de la démarche, et si cette démarche est pertinente, de vérifier que notre indicateur, enfin qu'on puisse proposer un indicateur unique pour ces différents locaux de travail. Je pense que c'est bon, j'en ai terminé. Je vous remercie. Ah non, je voulais terminer par une question, mais non, ça m'a perturbée un petit peu, mais bon, c'est la fin de la journée, vous me pardonnerez. J'ai commencé par une question. J'allais vous poser, à vous, auditeurs, une autre question. Voilà, nous recherchons potentiellement des enseignes de commerce ou des enseignes d'entrepôts de logistique qui accepteraient de participer à des campagnes de mesure. Donc, si vous êtes intéressé, sensibilisé, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Et qu'est-ce que ça implique concrètement pour les participants ? Qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, écoutez, c'est une campagne de mesure qui va durer une journée. On se rend à 2. Alors, pour ceux qui ont suivi toute la journée avec ma collègue Jennifer, avec qui on intervient en entreprise, pour réaliser des campagnes de mesure dans environ 5 endroits sur une journée. Ça n'implique que l'on ouvre les portes. Et après, nous, on s'engage de toute façon à rendre des résultats à l'entreprise en termes de qualité de l'air. Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on a détecté. Donc il peut y avoir un état des lieux de la qualité de l'air oui, intérieur, mais il y a un compte, ça c'est bien. Voilà, oui. Ils ont un état des lieux de la qualité de l'air et du confort thermique dans leur environnement de travail, tout en assurant quelque chose d'anonyme, puisqu'après, nous, quand on traite les données comme on les a fait dans la journée aujourd'hui, on ne cite aucune enseigne et c'est complètement transparent. Et c'est sur une journée.